19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 14 juillet 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Mukol Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, vont passer leur 119e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Oualam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Le monde de la presse nigérienne est en deuil avec le décès hier lundi du promoteur du journal Le Républicain, Maman Abou, également responsable de la nouvelle imprimerie du Niger, Nina. Journaliste chevronné, Maman Abou a contribué beaucoup dans le processus de la démocratie au Niger. Pour un de ses collaborateurs, Omar Lalo Keita, Maman Abou est un homme droit et juste. On l'écoute dans cet extrait avant de le retrouver en partie magasin de cette édition. C'est parti souvent à l'ombre pour aider à la promotion des droits humains. Il l'a fait avec la conviction qu'on lui connaît. Et tout comme il l'a fait dans le cadre de l'association et dans le cadre de tant d'autres structures qu'il a appuyées de façon tout à fait généreuse. Donc, je pense que c'est le tout. Et il sera très difficile aujourd'hui de faire une évaluation complète de toute la contribution qu'il a apportée. Et je suis persuadé que beaucoup de gens que vous allez interroger, chacun à son niveau vous dira ce qu'il retient en ces termes-là, en termes de contribution à la promotion de la démocratie, des droits humains dans notre pays. Il a été un acteur majeur parce qu'il avait des convictions. Et jusqu'à la fin de ses jours, il avait travaillé sur la base de ces convictions-là, parce que c'est quelqu'un qui croit en l'État, qui croit en la République. C'est quelqu'un qui croit à la bonne gouvernance, qui croit qu'un pays peut véritablement se fonder sur ses propres ressources pour avancer. Voilà les valeurs, en tout cas sur le plan politique, qu'il a cherché qu'il a incarné et qu'il a diffusé, par exemple à travers le journal Le Républicain et dans d'autres canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde politique doit également s'approprier toutes ces valeurs qu'il a défendues, parce que l'État doit être au début et à la fin de tout, la République doit être au début et à la fin de toute lutte politique. Et lorsque nous manquons ce coche-là, il est évident que notre pays continuera à tourner en rond. Or, Maman s'est battu toute sa vie durant pour que le pays ne tourne pas en rond, plutôt il doit continuer à avancer. Et c'est pourquoi il lui est arrivé même, face à ses amis politiques, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, que ce soit à travers le journal ou à travers d'autres canaux. Donc, c'est quelqu'un qui a une liberté de temps, en tout cas par rapport à tout ce qui concerne le Niger, puisqu'il aimait profondément le Niger par rapport à l'État, par rapport à la République. Et je pense que c'est un héritage immense qu'il nous laisse de ce point de vue-là. Je garde tout simplement le souvenir d'un homme juste, d'un homme droit, d'un homme pour qui sa personne ne représente absolument rien. Voilà
ce que je garde de long. Il faut préciser que la levée du corps de Maman Abou aura lieu le jeudi 16 juillet à Niamey et il sera enterré le même jour dans son village natal à Belbéji, département de Tanout, région de Zender. Maman Abou, paix à ton âme, que Dieu t'accueille dans son paradis éternel. Le directeur de publication du journal Le Courrier, Ali Soumana, a été libéré ce mardi après avoir été entendu par le juge. Il a été interpellé le dimanche par la police judiciaire à la suite d'une publication d'un article relatif à l'affaire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Ali Soumana est un journaliste d'investigation et membre de la cellule Nobert Zongo Senozo. Aujourd'hui s'est déroulé au tribunal de grande instance hors classe de Niamey le procès intenté contre la journaliste Samira Sabo par le fils du président Issifou Mamadou pour diffamation commise par voie électronique. Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Aujourd'hui, au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, un procès intéressant s'est déroulé. Il s'agit de celui de la journaliste professionnelle Samira Sabo, contre laquelle le fils du président de la République, Sani Mahamadou Issoufou, a porté plainte pour diffamation suite à une publication faite par voie électronique. Il faut rappeler que la phrase qui a valu à Samira Sabo d'être emprisonnée est la suivante: le fils du patron tombera. Pendant le procès, la présidente du tribunal et les deux procureurs de la République ont cherché à savoir la signification de la phrase « le fils du patron tombera ». Cependant, pour bien comprendre, il faut rappeler que le procès en question est en rapport avec le scandaleux détournement du denier public qui a été perpétré au ministère de la Défense nationale. Dans son intervention, la journaliste Samira Sabo est restée ferme dans sa démarche en précisant que dans le texte initial qu'elle a publié, en aucun endroit elle n'a mentionné le nom du fils du président Sani Mahamadou Issoufou. Alors le problème qui s'est posé est celui-là. Y a-t-il eu diffamation ou non à l'encontre du fils du président? L'un des procureurs de la République a mis en avant la loi concernant la diffamation par voie de presse et l'article 29 de la nouvelle loi sur la cybercriminalité pour dire que Samira est coupable et qu'elle doit être condamnée à 1 mois ferme et 1 million d'amende. À leur tour, les avocats de Samira Sabo, dont Boudal et Fred, ont réagi en apportant tous les arguments nécessaires à la juge pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de diffamation de la part de Samira Sabo. Pour cause, dans le texte initial publié, le nom du fils du président n'a jamais été cité. Et pour cela, les avocats de Samira ont demandé sa relaxe. Quant à l'avocat du fils du président, il a aussi plaidé dans le sens de faire comprendre à la présidente du tribunal qu'il y a eu bel et bien diffamation. Ainsi, à la fin des plaidoiries, la présidente du tribunal a fixé la date du délibéré pour le 28 juillet prochain. Cette période de pluie est propice à la multiplication des moustiques agents causal du paludisme, cette maladie qui fait des morts chaque année. C'est pourquoi les médecins conseillent toujours la population d'adopter un certain nombre de comportements pour se mettre à l'abri. Reportage Arieta Salah, Aboubakar Souley. L'installation définitive de la saison hivernale à Niamey rime avec la prolifération des moustiques qui sont responsables du paludisme. Les eaux qui stagnent dans les différents quartiers, conjuguées à l'incivisme de la population qui verse des ordures ménagères dans ces eaux, rendent propice la multiplication des moustiques. Ce qui fait constater la montée en flèche de cette maladie, le paludisme, qui n'épargne personne. Pour éviter la propagation du paludisme, il est conseillé à la population de garder les endroits propres et d'utiliser les moustiquaires imprégnés selon Dr Ila Alassane. On doit faire un appel à la population pour effectivement faire disparaître ces plaques d'eau-là, pour en fait d'empêcher justement la production de ces moustiques. En tout cas, au-delà des plaques d'eau, il y a justement l'assainissement qu'il faut faire, l'assainissement de l'environnement, parce qu'il n'y a pas que les plaques d'eau, il y a également en tout cas tout ce qui est comme insalubrité qu'il faut vraiment dégager, en tout cas autour des concessions. Et il y a également les arbres qui poussent. Donc c'est là où les moustiques là, justement arrivent à trouver des abris où ils se cachent, et c'est ce qui fait que la nuit ou dès qu'ils commencent à faire sombre, justement, ils sortent et piquer justement les gens.
Donc ce qu'il faut également éviter dans cette période, c'est de sortir la nuit, en tout cas torse nu, surtout chez les enfants, on le voit souvent. Parfois, dès qu'il commence à faire nuit, donc que les enfants, en tout cas, soient mis donc, sous les moustiquaires, c'est extrêmement important. Mais également les femmes enceintes, il faut que les gens fassent extrêmement attention parce que le palu est extrêmement dangereux chez la femme parce que ça permet, ou ça entraîne, si vous voulez, certains problèmes notamment liés à l'avortement, en tout cas, surtout au premier trimestre justement de grossesse. Au-delà de ça, il y a des campagnes qu'on fait notamment si vous voulez, de prévention, notamment la CPS, en principe, en tout cas, ça se fait chaque mois pendant cette période hivernale. Donc, il va falloir que les gens, en tout cas, acceptent justement ces médicaments-là. Quand on vient vers vous, donc il faut que les enfants, il faut qu'on suive les enfants, d'abord qu'ils prennent la première dose en présence de l'agent de santé, et en plus de ça, effectivement, donner les doses suivantes. Dès l'apparition des premiers signes se rapportant au paludisme, à savoir les maux de tête, la fièvre, les douleurs abdominales, etc., évitez l'automédication en se rendant dans les centres de santé pour une prise en charge adéquate. Si vous avez justement cette fièvre-là et que vous prenez le traitement de palu, si ce n'est pas le palu que vous avez, donc vous courez énormément de risques parce que là vous êtes en train de traiter autre chose alors que la maladie est en train de s'aggraver en vous. Et le plus souvent, c'est ce qui conduit justement au décès inattendu, le plus souvent. Donc il faut éviter vraiment l'automédication, ce n'est pas bien. Au-delà justement de cet état de fait, il y a effectivement la toxicité de ces produits-là qui peuvent justement être toxiques pour le foie, pour le rein, pour le cœur, pour le cerveau. Et une fois ces organes-là sont touchés, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Le plus souvent, on va droit vers la mort. C'est malheureux, on peut l'éviter en allant justement à l'hôpital. Et en plus de ça, la nature des produits qu'on prend aussi reste à désirer. Parce que c'est aussi c'est des produits qui ne sont pas réellement, si vous voulez, tamisés, des produits qui ne sont pas pharmaceutiques, des produits en tout cas qui sont extrêmement toxiques également. Et ça aussi, ça peut aggraver justement la situation de l'individu. Il est extrêmement important d'aller vers un médecin. Il vous consulte, il vous dira effectivement ce que vous voulez, il vous proposera justement un traitement correct et vraiment sans arrière-pensée, sans pour autant que vous courez effectivement des risques, en tout cas d'avoir une autre pathologie. En respectant les conseils des médecins, on peut minimiser le risque d'une complication du paludisme qui peut conduire à la mort. Comme annoncé, je vous invite à suivre Omar Lalo Keita, un des collaborateurs du défunt Maman Abou, promoteur du journal Le Républicain, décédé hier lundi à Niamey. Omar Lalo Keita lui rend cet hommage. Très bonne réception à vous. C'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Vous savez qu'il est homme d'affaires avec la nouvelle imprimerie du Niger, qu'il est directeur de publication du journal Le Républicain. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur le plan social, c'est quelqu'un qui est d'une extrême attention pour tous ceux qui lui sont proches et même ceux qui ne lui sont pas proches. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, il a eu à venir en aide à beaucoup de gens qui l'ont sollicité. Je sais qu'au niveau du journal Le Républicain, je crois pouvoir le dire, que ça a été une école pour nous tous qui avons passé par là-bas, une école sur la base du modèle qu'il a incarné, un modèle de rigueur dans le traitement de l'information, modèle d'honnêteté et d'objectivité, mais également modèle du vivre ensemble. Je me rappelle également que moi, lorsque j'étais directeur de la rédaction du journal Le Républicain, il nous est arrivé à plusieurs reprises, en tout cas lorsque nous discutons en rédaction, que chaque fois qu'il est mis à minorité, Maman l'a accepté volontiers, bien qu'il soit le directeur de publication, le propriétaire du journal. Peut-être quelqu'un d'autre aurait eu un comportement tout autre, puisqu'il n'a pas de barrière avec les gens avec lesquels il travaille, que ce soit au niveau du journal ou au niveau de l'imprimerie. Il a su développer une grande proximité avec les agents, avec les journalistes, au point où, au niveau par exemple du journal Le Républicain, il y a une véritable liberté, puisque Maman n'imposait rien à la rédaction. L'essentiel pour lui,
c'est que tout ce qu'on doit faire, que ça soit sourcé, que ça soit objectif, que ça soit vérifié et que ça ne porte pas sur ce qui est privé. Tout ce qui est privé ne passe pas dans le journal parce qu'il considère que ce qui est privé, ça relève de la vie privée des gens. Le plus important pour lui, c'est que ce soit ce qui est public, les comportements publics, les politiques publiques, que l'on puisse, que l'on juge. Et c'est pourquoi le journal avait eu quand même cette réputation de prendre l'angle du respect de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Donc ça, c'est un modèle de rigueur qu'il a su insuffler à toute l'équipe, qu'il a su insuffler au journal. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les témoignages qu'on entend depuis l'annonce de sa disparition, c'est que Maman Abou était un modèle de rigueur, un modèle d'honnêteté. Et je me rappelle d'un ancien président de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui disparu, qui m'a dit que vraiment, Maman est l'un des rares Nigériens à être honnête. Donc je pense que c'est un sentiment aujourd'hui général que l'on entend et l'unanimité est faite autour de ces valeurs qu'il a incarnées. Vous savez que au-delà du journalisme, qu'il était très impliqué dans la défense des libertés, dans la défense des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'il a été membre fondateur de la NDDH, qu'il a présidé également l'association des éditeurs de la presse indépendante. Et tout le long de sa vie, c'est ce combat-là qu'il a incarné pour que la justice puisse prévaloir, pour que la bonne gouvernance puisse prévaloir, parce qu'il considérait qu'on ne peut pas vivre dans un contexte d'injustice et de mauvaise gouvernance. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les interpellations et les emprisonnements que lui-même ou moi-même avions connus, en fait, n'étaient pas basés sur ce qu'on a écrit dans le journal, c'est-à-dire que ce n'était pas sur la base des faits avérés, des faits de diffamation, de calomnie, mais c'est sur la base de considérations d'ordre politique. Et on le comprenait assez aisément. Et c'est pourquoi je considère que c'était une expérience assez enrichissante. Je crois que si nous avions tenu bon, c'est parce que Maman était fondamentalement à cheval sur les principes qui gouvernent le métier de journaliste. Le métier de journaliste, ce n'est pas un métier où on doit régler le compte. Le métier de journaliste, c'est un métier où on doit dire les choses telles quelles, avec des preuves irréfutables. Et c'est pourquoi, pour beaucoup d'enquêtes qu'il a menées, que nous avions menées avec lui, sur beaucoup de dossiers, on prenait des mois entiers pour réunir les preuves, pour recouper, pour éviter de tomber dans le faux. Et c'est pourquoi, en tout cas, pendant un bon bout de temps, l'époque que vous évoquez, tous les sujets, les dossiers qui avaient été abordés à l'époque étaient des sujets, des dossiers béton. C'est-à-dire il y avait des preuves matérielles irréfutables. Et c'est pourquoi, à chaque fois, on s'en sortait assez bien. Donc je pense que ça a été une vraie école, une école où on a renforcé nos capacités en matière d'investigation journalistique, une école où nous avions davantage appris la rigueur dans le métier de journalisme, une école où tout simplement nous avions appris le journalisme. Je crois qu'on doit garder et perpétuer les valeurs, les principes qu'il a défendus toute sa vie durant. C'est les principes d'honnêteté, c'est les principes de rigueur, les principes d'impartialité. Ce sont ces principes-là que nous devrons perpétuer parce que ce sont des principes qui fondent essentiellement le métier de journalisme, mais c'est également des principes de vie parce que
dans la vie, on doit avoir des valeurs qu'on doit défendre. Et je pense que nous tous qui l'avons côtoyé, c'est vraiment cela qu'il nous lègue en héritage. Et c'est cela que nous devons continuer à perpétuer. Maman, il a été aussi un des acteurs de la conférence nationale avec la commission RFI qu'il a pu présider. Et là aussi, vous connaissez beaucoup de choses sur lui par rapport à cette Oui, vous savez que la commission crimes et abus politiques, sociaux et culturels est née de la conférence nationale. Elle était née dans un contexte bien particulier où il y a un enthousiasme général pour la démocratisation du pays. Mais c'est vrai que la commission, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais ça a été, moi je n'étais pas dans la commission, mais en côtoyant ceux qui y étaient, j'ai compris qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés parce que pour condamner par exemple quelqu'un, pour poursuivre quelqu'un, il faut avoir des preuves. Et lorsqu'il n'y a pas de preuves, c'est qu'il n'est pas possible de poursuivre. Le commun des citoyens ne peut pas comprendre cela, puisque les gens, surtout qu'à l'époque à la conférence nationale, cela a été abondamment dit, qu'il y a eu des gens qui ont détourné, qui ont volé l'argent de l'État. Mais en l'absence de preuves, il n'est pas matériellement possible de le poursuivre. Donc, mais la commission a fait un travail particulièrement important dans un contexte politique très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on retiendra que cette commission a quand même jeté les jalons de la bonne gouvernance dans notre pays pendant la période post-conférence nationale. Il s'est battu souvent à l'ombre pour aider à la promotion des droits humains. Il l'a fait avec la conviction qu'on lui connaît, et tout comme il l'a fait dans le cadre de l'association et dans le cadre de tant d'autres structures qu'il a appuyées de façon tout à fait généreuse. Donc, je pense que c'est le tout. Et il sera très difficile aujourd'hui de faire une évaluation complète de toute la contribution qu'il a apportée. Et je suis persuadé que beaucoup de gens que vous allez interroger, chacun à son niveau vous dira ce qu'il retient en ces termes-là, en termes de contribution à la promotion de la démocratie, des droits humains dans notre pays. Il a été un acteur majeur parce qu'il avait des convictions. Et jusqu'à la fin de ses jours, il avait travaillé sur la base de ces convictions-là, parce que c'est quelqu'un qui croit en l'État, qui croit en la République. C'est quelqu'un qui croit à la bonne gouvernance, qui croit qu'un pays peut véritablement se fonder sur ses propres ressources pour avancer. Voilà les valeurs, en tout cas sur le plan politique, qu'il a cherché qu'il a incarné et qu'il a diffusé, par exemple à travers le journal Le Républicain et dans d'autres canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde politique doit également s'approprier toutes ces valeurs qu'il a défendues, parce que l'État doit être au début et à la fin de tout, la République doit être au début et à la fin de toute lutte politique. Et lorsque nous manquons ce coche-là, il est évident que notre pays continuera à tourner en rond. Or, Maman s'est battu toute sa vie durant pour que le pays ne tourne pas en rond, plutôt, il doit continuer à avancer. Et c'est pourquoi il lui est arrivé même, face à ses amis politiques, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, que ce soit à travers le journal ou à travers d'autres canaux. Donc, c'est quelqu'un qui a une liberté de ton, en tout cas par rapport à tout ce qui concerne le Niger, puisqu'il aimait profondément le Niger, par rapport à l'État, par rapport à la République. Et je pense que c'est un héritage immense qu'il nous laisse de ce point de vue-là. Avec la nouvelle imprimerie du Niger, qui a des succursales à l'intérieur du pays, avec 2 complexes hôteliers à Maradi et à Tawa, avec beaucoup d'emplois qui sont créés.
Et je puis vous dire que si vous interrogez aujourd'hui tous les employés qui sortent de la nouvelle imprimerie du Républicain ou des complexes hôteliers, nous vous dirons que Maman respecte véritablement les droits des travailleurs, tous les droits des travailleurs, que ce soit le salaire, que ce soit les congés payés, que ce soit les autres indemnités, que ce soit les droits syndicaux également des travailleurs, tous les droits sont intégralement respectés. Et je pense que ça, c'est également un modèle d'entrepreneur, un modèle d'homme d'affaires qu'il nous faut aujourd'hui. Les travailleurs, ils doivent être payés conformément à leur qualification, conformément à ce qu'ils apportent à l'entreprise. Ils doivent avoir des droits. C'est vrai, ils ont des devoirs, mais ils doivent avoir des droits professionnels, des droits moraux. Et le chef d'entreprise, il doit être en capacité de faire respecter ces droits-là. Et Maman est de cette trempe-là. Parce que pour lui, l'agent, il doit vivre du travail qu'il fait. Et c'est pourquoi, quand vous prenez toutes ces entreprises-là, les agents ont quand même beaucoup de facilités qui leur ont permis de réaliser beaucoup de choses. Donc, il y a des témoignages particulièrement émouvants que vous pouvez avoir de ce point de vue-là. Et je pense que Maman nous laisse également en héritage toutes ces valeurs-là en tant que chef d'entreprise. Je garde tout simplement le souvenir d'un homme juste, d'un homme droit, d'un homme pour qui sa personne ne représente absolument rien du tout devant la communauté, devant le pays, devant l'État. Voilà ce que je garde de l'homme.